En tant que musulman soufi, je suis très troublé par le titre de votre livre. Avez-vous dû vous contenter de la négation littérale d'Allah Akbar? Oui, c'est ce que je pensais. Merci. Certaines de ces affirmations ont été plutôt mal réfléchies, y compris celle selon laquelle l'islam est une religion de paix, ce que je dirais être une affirmation non vraie plutôt que fausse. La grande erreur, c'est de dire qu'il n'y aurait pas de terroristes en Irak sans notre intervention. C'est de la capitulation. Zakawi était déjà là avant nous. Monsieur Yassine, responsable de l'explosion du World Trade Center, y était hébergé depuis 1993. En disant que l'islam est une religion de paix, le président a incité à la guerre. Et cela remonte, comme je l'ai dit, au début même du fondamentalisme islamique. La première attaque contre ce pays a eu lieu en 1788 par des musulmans qui disaient que le Coran leur donnait le droit de punir et d'asservir les infidèles. C'est l'idéologie de Ben Laden. En tant que musulman soufi, je suis très troublé par le titre de votre livre. Deviez-vous vraiment opter pour la négation littérale de Allah Akbar? Oui, c'est ce que je pensais. Merci. Actuellement, c'est évident pour moi, la religion prend sa forme la plus toxique dans l'islam, avec l'idée terrible de se retrouver avec la charia, un État fondé sur la loi religieuse. Dire que le djihad est le meilleur moyen d'y arriver et que les musulmans auraient le droit de se sentir offensés pour l'exiger, c'est d'une méchanceté obscène. Leur religion me paraît absurde. Dieu s'adresserait à un chef de guerre analphabète en Arabie, et cela contiendrait toutes les réponses. Ne me fais pas perdre mon temps. C'est absurde. Tu dis cela à propos de ça, et que Dieu parle seulement arabe par Gabriel. Toutes les religions affirment détenir la vérité révélée. Mais l'islam affirme de façon assez dangereuse que la sienne est la dernière et l'ultime. Il ne peut plus y en avoir après celle-ci. C'est la dernière parole de Dieu. Ça, c'est tout de suite une tentation de violence et d'intolérance. C'est une tentation qu'ils semblent prêts à satisfaire. Chaque Allah rappelle que nous sommes en lutte sérieuse. Nous allons prier pour la religion. Nous sommes de retour. Christopher, tu évoquais la guerre civile dans l'islam. Parle du rôle de la religion, tel que tu le vois dans le conflit auquel nous sommes actuellement confrontés. Les gens critiquent le président pour diverses déclarations ou propos supposés sur la religion. Et certaines d'entre elles ont été plutôt mal réfléchies, y compris l'affirmation selon laquelle l'islam est une religion de paix, ce qui, selon moi, était une déclaration qui n'était pas vraie, plutôt qu'une déclaration fausse. Les églises chrétiennes, presque dans leur totalité, je crois, étaient opposées au changement de régime en Irak. C'était pareil pour l'église du président, l'église méthodiste unie. J'ai trouvé intéressant de voir à quel point le christianisme était inutile dans ce genre de lutte. Constater que le christianisme était une religion de paix, voire de pacifisme et d'abandon, était terrible. À ma connaissance, l'Église n'a soutenu aucune guerre comme juste depuis son appui à l'invasion de l'Espagne par le général Franco pour détruire la République espagnole avec une armée de mercenaires musulmans aux côtés d'Hitler dans les années 30. C'est une excellente occasion de discuter de la valeur réelle de la religion en politique et dans les affaires internationales. La difficulté pour moi, c'est que même si nous sommes objectivement attachés à la laïcité pour notre société et les autres, par exemple pour la Palestine et Israël, le soutien américain existe dans les deux cas. Jusqu'à présent, il est allé à une famille royale wahhabite, diffusant de la propagande antisémite et anti-américaine, mais considérée comme notre allié au Moyen-Orient. Aux colonies israéliennes qui étaient dirigées par des fanatiques messianiques qui ne pourraient pas faire cela sans l'aide américaine. Et à des chrétiens extrémistes, surtout aux États-Unis, qui espèrent que ce conflit déclenchera l'Armageddon lors de l'Apocalypse. Ainsi, ce qui serait autrement un problème parfaitement soluble, à savoir la division de la Palestine entre ses habitants arabes et juifs, devient impossible à cause du monothéisme. Non, c'est rendu impossible. C'est empoisonné par cela. Eh bien, cela peut être empoisonné par la fusion du monothéisme avec la politique. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas la pertinence de la foi. Le problème, c'est la fusion de la foi avec le pouvoir politique. Et c'est quelque chose que... Si vous croyez que Jésus va revenir très bientôt pour tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, comment pouvez-vous tenir cela à l'écart de la politique? Je pense que vous devez le faire. La croyance est politique. Désolé, Andrew. Non, ce n'est pas le cas. La croyance ne peut pas. C'est possible. Et si vous croyez John Locke, je veux dire, peut-être que vous ne le faites pas. Mais c'est possible et cela devrait être possible. En fait, c'est essentiel. Compte tenu de notre expérience humaine, le christianisme n'est pas innocent à cet égard. Les 16e et 17e siècles ont été marqués par des guerres de religion. Beaucoup de gens ont été assassinés. De cette expérience est née la démocratie libérale, l'idée que certaines croyances ne sont pas assez importantes pour qu'on tue d'autres personnes pour elles. Notre système de gouvernement est issu de la résistance à l'influence religieuse en politique. Absolument.
Nous nous battons dans cette guerre, comme je l'ai écrit au début, pour que la religion puisse exister en dehors de la politique. Et quand vous lisez les évangiles, je pense que le message dominant est exactement celui-là. Mon royaume n'est pas de ce monde, a dit notre Seigneur. Et il y a une distinction entre ce qu'est César et ce que je suis. Et l'idée, je pense que l'idée que les musulmans puissent créer une théologie guerrière à partir de l'islam est bien moins étonnante que le fait que le christianisme puisse faire une telle chose. Et je crois aussi que ce genre de fondamentalisme et de zèle, où l'on pense que sa vérité est tellement importante qu'il faut tuer une autre personne pour sauver son âme, est aussi dangereux dans ce pays qu'ailleurs. Cela n'est pas allé aussi loin ici. Je remarque la même lueur chez Jimmy Swaggart, Pat Robertson et chez certaines forces soutenant ce président pour gagner ce qui m'inquiète. Je ne veux pas que cela devienne une guerre entre le christianisme fondamentaliste et l'islam fondamentaliste. C'est une guerre entre la religion fondamentaliste et la démocratie libérale. Et je dis cela en tant que catholique croyant. Guerre civile aussi chez les autres monothéismes. De plus de la moitié des Juifs américains et plus de la moitié des Juifs israéliens ont toujours soutenu une solution à 2 États pour l'autodétermination des Palestiniens. Ils n'obtiennent pas gain de cause à cause de cette minorité de fanatiques extrémistes. Il doit y avoir une guerre civile dans le judaïsme, si vous voulez, et il y en a clairement une dans l'islam. Le côté fasciste cherche à exporter la guerre chez nous pour tenter de la gagner, nous impliquant ainsi dans leur conflit. Ce n'est pas mon domaine, Andrew, mais les églises chrétiennes semblent ignorer si nous défendons notre civilisation ou devons nous sentir coupables d'exister. À suivre. Il nous reste 1 heure. Henry Sullivan, Christopher Hitchens, revenez. Colère dans le monde musulman face aux caricatures du prophète Mahomet. Mais dans de nombreux pays occidentaux, la liberté d'expression est aussi un droit sacré, y compris la liberté d'exprimer des idées offensantes. Bien sûr, la liberté d'expression demeure et personne ne demande au gouvernement danois de la restreindre. Attends, Christopher, pourquoi offenserions-nous l'identité même de 1,2 milliard de personnes dont nous avons besoin pour mettre fin à cette époque? Pourquoi, quand nous sommes offensés, ne profitons-nous pas pour incendier les ambassades de pays démocratiques ou enlever des civils? Je ne demande pas le droit d'abattre un cochon dans une mosquée ou autre. La religion a de très grandes prétentions. L'islam dit être la solution à tous les problèmes humains. S'il affirme cela, il ne peut exiger d'être à l'abri de la critique ou de la satire. Nous avons le droit d'agir ainsi, comme celui de représenter des nonnes impudiques, des prêtres enfants et d'autres qui revendiquent un droit particulier en invoquant une intolérance divine. Pour beaucoup d'entre nous, les affirmations du prophète Mahomet ou sa prétention à être prophète sont absurdes. Il revendique un droit particulier et il l'impose par la force et sous la menace des armes. Thomas Jefferson, l'auteur de l'Amérique, accueillons à nouveau Christopher Hitchens. Oh non, toi, content de te voir. Welcome to the show. C'est très gentil de ta part de m'inviter à nouveau. Le livre, c'est Thomas Jefferson, auteur de l'Amérique. On en parlera, mais je vais t'expliquer pourquoi tu es ici. Tu es là pour m'aider. Christopher Hitchens, tu es l'un des rares à avoir voyagé dans les 3 pays de l'axe du mal. Oui, c'est exact. Je crois être le seul à avoir écrit de là-bas. Il y a peut-être eu un diplomate qui s'y est rendu, et certainement 1 ou 2 trafiquants d'armes. Mais j'ai été en Corée du Nord, en Iran et en Irak plusieurs fois, ainsi qu'en Afghanistan et à la frontière du Pakistan. D'accord, beaucoup ne font pas tamponner le passeport URL. Les programmes de fidélité des compagnies aériennes afghanes, mieux vaut ne pas en parler. Non, c'est un peu rude. Ce ne doit pas être une partie de plaisir. Voici ce que je veux te demander et comment tu vas m'aider. Aide-moi à comprendre pourquoi j'ai tort à propos de l'Irak. Je suis perdu. Je ne sais pas ce qui reste là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. Surveille ton comportement. Je ne sais pas ce que maintenir le cap signifie. Je pouvais le voir aussi. Je ne comprends pas quand il dit qu'on le combattra là-bas plutôt qu'ici. Ces autres types n'avaient que des avions et ils étaient une vingtaine. Ce n'était pas une nation, mais une idéologie qui nous a attaqués. Dis-moi pourquoi j'ai tort. Je vais te donner quelque chose, s'il te plaît. Dire qu'on les combat là-bas plutôt qu'ici est contradictoire. C'est soit mondial, soit non. Soit on les combat partout, soit jamais. Tu deviens otage du destin. Lorsqu'une bombe éclatera à Londres, on dira « Je croyais qu'on avait réglé ça en les combattant là-bas. C'est stupide. » Et voilà sa tentative de « voici ce que… » Je ne comprends pas. En dehors du Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont les 2 plus grands soutiens du terrorisme dans cette région. La Corée du Nord, l'Iran et le Pakistan sont les plus grandes menaces en termes d'armes de destruction massive et de prolifération. Pourquoi alors cette urgence d'aller en Irak, si ce n'est comme une expérience conçue sur un tableau qui créerait un épanouissement de la démocratie, changerait une région du jour au lendemain et ferait que soudainement on nous aime et nous respecte?
Chacun mérite une question facile. À toi de m'en poser une. L'urgence, vraiment? Le débat est, avions-nous eu raison de laisser Saddam Hussein au pouvoir après l'avoir vaincu au Koweït? Fallait-il le laisser en place en 1991? Mon camp dit non. C'était l'erreur initiale. Le père de Bush était pour. Le père de Bush a accepté. Et c'est bien que son fils ait corrigé cette erreur. Prétendre à l'urgence après avoir laissé l'Irak se dégrader pendant presque 13 ans, ce n'est pas une urgence. Deuxième chose, il y a 4 conditions dans lesquelles on peut dire qu'un pays a perdu sa souveraineté. L'une est l'agression répétée contre des États voisins, l'autre le non-respect du traité de non-prolifération. Troisièmement, abriter des gangsters et des terroristes recherchés au niveau international. Quatrièmement, le génocide. Signer la Convention vous oblige à agir pour prévenir ou punir. L'Irak a violé ces 4 points à plusieurs reprises. Les États-Unis ont déclaré avoir adopté à l'unanimité une loi en 1998, 98 voix contre 0. La loi sur la libération de l'Irak vise à renverser ce régime et à transformer le Moyen-Orient. Où est le problème? Ceux qui voulaient se plaindre auraient dû écrire à leurs sénateurs démocrates en 98 et demander « Qu'est-ce que c'est que cette promesse de renverser Saddam ?» Voilà pourquoi. Ils ne l'ont pas fait, bien que ce soit évidemment la bonne chose à faire. Parce que c'était évidemment un geste symbolique à faire. Et personne ici ne pensait que quelqu'un serait assez fou pour adopter la méthode britannique et churchillienne du genre « Et allons simplement au Moyen-Orient et redessinons la carte comme nous pensons qu'elle devrait l'être. » Nous ne redessinons pas la carte. Qu'est-ce qui pourrait se passer là-bas? Nous ne redessinons pas la carte. Eux non plus. Excusez-moi. Les applaudissements s'estompent doucement. J'aurai peut-être un applaudissement avant la fin. Les gens apprécient vraiment cela. D'ailleurs, j'aime vraiment ça. D'abord. Je suis désolé. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir où nous en étions pour appuyer cela. Pour moi, cela signifie que tu es d'accord pour dire que Bush mène cela de façon incompétente. Oui. Je viens de... Pourtant, l'argent de Bud. Je viens d'écrire un long argumentaire. Je viens d'écrire un long article pour le Weekly Standard qui dira exactement cela. Il dit exactement cela. Est-ce vrai? Oui, donc je pense qu'il se présente. Essayons de comprendre votre position qui n'est peut-être pas si différente de la mienne car je ne suis pas en conflit avec le... président que vous avez. Il a raison sur le point principal. Nous faisons face à des ennemis mortels devant lesquels nous ne pouvons pas reculer. C'est bien de l'islam qu'il parle. Il est faux de dire que la cause du terrorisme est notre résistance. Cette idée fausse circule actuellement. Si nous n'étions pas durs avec eux, ils ne le seraient pas avec nous. C'est ainsi que je le vois. Je suis d'accord avec toutes tes prémices. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'aller en Irak était la façon de clarifier cela. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord qu'il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Quel était l'autre point? Attends. Oh non, je m'en souviens maintenant. Dire que l'Iraqi Liberation Act était brutal. Je l'ai maintenant. Très bien, je l'ai maintenant. Non, nous n'essayons pas de redessiner la carte. Les partisans de Ben Laden essaient de redessiner la carte. Ils ne pensent pas que l'Irak devrait exister. Ils ne reconnaissent pas les frontières de l'Irak. Liban, Jordanie, Palestine, Irak, ils estiment que nous devrions tous être unis. Utilisons la contrefaçon islamique. Mais ce sont eux qui veulent redessiner la carte. Imaginons que nous créions une démocratie fédérale. Nous étions en train de trouver un terrain d'entente. Il y a des gens dans le monde qui veulent nous faire du mal. Oui, c'était un peu exagéré, Sophie. Ouais, le mal existe. Voilà pourquoi le monde est dangereux. Oui, exactement. Et pour résister au terrorisme, c'est haut. L'erreur, c'est de penser qu'il n'y aurait pas de terroristes en Irak sans notre intervention. C'est de la capitulation. Zakawi était là avant notre arrivée. Monsieur Yassin, responsable de l'explosion du World Trade Center, vivait là-bas depuis 1993. Trouvez-moi un pays au Moyen-Orient où vous ne puissiez pas citer 5 Irlandais. Ce sont ces types-là. Je vais vous en donner 5 et un de plus. Je vais même vous en donner quelques-uns qui travaillent probablement pour nous en ce moment. Donnez-moi l'exemple où la plupart des libéraux pensent qu'il n'y a aucun problème avec ce type de connexion terroriste de Saddam. C'est ce que je veux dire. Un homme a détourné l'Achille Lauro, jeté le fauteuil de M. Klinghoffer à la mer, puis a été retrouvé caché à Bagdad. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça, c'est du terrorisme à l'ancienne. C'est l'homme le plus dangereux d'Afghanistan, peut-être même plus que Ben Laden. C'est certainement le deuxième homme le plus dangereux. Il était en Irak avant qu'on y arrive. Ceux qui affirment que la violence de ces personnes est notre faute sont, pour moi, des massacreurs. Voilà la racine du problème. Qui souhaite la Troisième Guerre mondiale? Le président iranien affirme qu'un État membre de l'ONU devrait disparaître avec sa population et qualifie les États-Unis de puissance satanique. Des membres nommés de son gouvernement ont été surpris par les tribunaux dans des zones de mort. Il a menti à l'Union européenne sur son programme nucléaire. Mais vous savez, il dit qu'il croit que le Messie est sur le point de revenir. Qui cherche la guerre ici? C'est pareil pour George Bush? C'est ce que George Bush a dit. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est très sarcastique. Votre public qui applaudit tout est frivole. Non! Je dis juste ça. Je dis juste ça.
Je suis déjà passé dans l'émission de Jon Stewart et la vôtre. Je vous ai vu faire 5 blagues par soir sur le QI de George Bush. Et je ne connais personne qui ne puisse le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est maintenant la blague qui fait rire les imbéciles. C'est une blague qui peut faire rire n'importe quel imbécile parce qu'elle pense qu'elle est plus intelligente. Ils peuvent prouver qu'ils sont plus intelligents que le président, comme les gens qui font des huées et des meuglements dans le public. Mais parfois une personne malade. Pas une quinte de tout. Mais parfois un cigare est vraiment un cigare. Des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Pourquoi ne pas passer en revue les forces et les faiblesses du Parti républicain selon toi? Eh bien, évidemment, leur force, c'est leur capacité à transformer des contre-vérités en quelque chose que les gens croient. C'est un avantage énorme quand on se présente à une élection. Ils arrivent à tout relativiser, comme avec le dossier militaire de Kerry. Je veux dire, Bush a un dossier militaire assez indéfendable, surtout pour quelqu'un qui se présente comme un président de guerre. Mais ils arrivent à manipuler le dossier de John Kerry, à le déformer, à le salir, au point que les gens se disent « Hey, tu sais quoi? Et il y a des trucs dingues sur Bush et sur Kerry pendant la guerre. » Ça s'annule, c'est leur spécialité. Ils l'ont déjà fait avec les révélations sur l'Iran dans le rapport sur le 11 septembre. C'était une énorme histoire montrant qu'on avait attaqué le mauvais pays. C'est l'Iran qui a en fait permis aux pirates de l'ère du 11 septembre d'agir en ne vérifiant pas leur passeport. C'était la même semaine où des infos sont sorties sur Sandy Berger qui avait volé des documents dans son pantalon. C'est du pareil au même. C'est ce qu'ils savent bien faire. Mais tu ne vois pas les choses pareilles car tu es libertarien. Tu ne remarques pas les mêmes tactiques de diffamation chez la gauche? Allez, les sites de Soros ont depuis des années sali tous ceux avec qui ils n'étaient pas d'accord. Et j'en fais partie. Donc je sais de quoi je parle ici. La tactique, c'est de lancer de la boue. Michael Moore, Stuart Smalley ou d'autres en lancent et espèrent que ça colle. Tu refuses même d'utiliser son vrai nom, Al Frank. Et pour toi, c'est Stuart Smalley. C'est bien lui. Tu sais quoi? Non, je ne pense pas. Les républicains sont meilleurs à ce jeu, c'est pour ça qu'ils gagnent. Honnêtement, je ne crois pas que la majorité du pays soit en accord avec la philosophie, surtout la philosophie d'extrême droite de cette administration. Pourtant, ils gagnent chaque élection, car ils vendent mieux leurs produits. Parce qu'un mauvais produit, bien défendu comme on le sait tous, vaut mieux qu'un produit que plus de gens aimeraient réellement utiliser. Eh bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la philosophie progressiste. Ils ne veulent pas de changement majeur dans le pays. Ils aiment leur pays. Et ils comprennent que des choses mauvaises arrivent pendant la guerre. Et ils ne sont pas prêts à jeter le gars en pâture au loup. S'il était aussi mauvais que vous le pensez, il serait en retard de 40% dans les sondages, il serait à 10%. Ce n'est pas vrai. Jimmy Carter, en 1980, jouait l'une des pires mains qu'un président ait jamais eues. Il y avait l'indice de misère, l'inflation, le chômage, tout était à 2 chiffres. Il y avait les otages en Iran. Sa présidence n'avait pas été une réussite. Pourtant, il était presque à égalité avec Ronald Reagan jusqu'à la dernière semaine. Je suis d'accord, les gens restent conservateurs dans l'isoloir. Ils ne veulent tout simplement pas évincer le sortant, le titulaire, mais enfin, le président Bush lui-même n'a pas beaucoup d'atouts. Et je n'ai jamais vu un président qui compte autant sur la paresse intellectuelle du peuple américain. Si les gens suivaient vraiment ce qu'il faisait, s'ils savaient vraiment ce qui se passe dans ce pays, je pense qu'ils seraient obligés de. Je sais ce qui se passe ici, mais je reste un électeur indécis. Je sais exactement ce qui se passe et je ne suis pas un partisan. Vraiment? Et ça ne te dérange pas? Tu ne penses pas que ce président a, de toutes les manières possibles, sacrifié les intérêts de l'homme ordinaire pour ses amis des grandes entreprises? Non, je sais. Juste sur Internet. C'est une vision trop simpliste de la situation. Ce type a beaucoup dépensé pour améliorer l'éducation. Je vois les chiffres et sais ce qu'il veut investir. Je ne le considère pas comme un instrument des grandes entreprises. Je reconnais que sa base, c'est l'establishment et les gens d'affaires, et qu'il s'adresse à ce public-là. Je le reconnais. Je ne pense pas que ce soit un petit corrompu comme tu le crois. Eh bien, je suppose qu'on va être d'accord. On ne sera pas d'accord là-dessus. Écoute, tu sais aussi bien que moi que tous ces politiciens sont égoïstes. La plupart ne pensent qu'à eux. Si tu regardes le parcours de Bill Clinton sur la conscription, sur le Vietnam, sur les dépenses en éducation, sur tout ça, et que tu regardes celui de George Bush, c'est à peu près la même chose, non? Non, je ne crois pas que Bill Clinton ait menti sur quelque chose d'important. Nous savons tous sur quoi il a menti, mais je ne me souviens pas de quelque chose de vraiment important. Pourtant, il m'a dit un mensonge qui m'a marqué. Il a fait un virage complet.
Il faisait campagne sur une chose et il est devenu tout autre. Ce que j'essaie de te dire, et je pense que tu sais que c'est vrai, c'est que tous ces types sont faits du même moule. Ils feront ce qu'ils doivent faire pour garder leur pouvoir. Tu le sais. Oui, tu as raison. Mais encore une fois, si tu veux comparer l'exemple de Clinton à celui de Bush, Bill Clinton n'a pas vidé tout le trésor pour essayer d'être réélu. Il nous a laissé un excédent. George Bush, lui, n'a pas seulement utilisé l'argent qu'il récolte pour acheter des publicités à la télévision afin d'être réélu, il a vraiment utilisé tout le trésor américain pour y arriver. Il mène une guerre contre le terrorisme, ce qui coûte très cher. Vous plaisantez? Ce n'est pas ça, le coût. Ce n'est qu'une fraction de ce qu'il a dépensé pour être réélu. Je parle des subventions agricoles, je parle des dépenses clientélistes. Je parle d'augmenter le revenu disponible de 25%. Je parle de ce gigantesque programme d'assurance maladie Medicare que personne n'avait besoin dans ce pays. Il a acheté tous les petits groupes d'électeurs possibles pour obtenir ce second mandat. Son père n'a jamais... Écoutez... Vous dites qu'il est conservateur, car même les conservateurs critiquent sa façon de dépenser. Encore une fois, ce n'est pas mon rôle. Je suis ici uniquement pour vous apporter un peu de recul, Bill Maher, dont vous avez vraiment besoin. Parce que tu sembles prendre le parti des démocrates, alors que je te dis qu'il y a très peu de différence entre eux. Il n'y a aucune différence entre Kerry et Bush sur l'Irak. Il n'y a absolument aucune différence. Il n'y a aucune différence entre Kerry et Bush sur les dépenses pour l'éducation, sur les dépenses pour les médicaments sur ordonnance. Il n'y a absolument aucune différence. C'est le même type. Eh bien, il y a moins de différence que beaucoup d'entre nous le voudraient. Il n'y a aucune différence. Ils vont être d'accord l'un avec l'autre lors des débats. Eh bien, encore une fois, je ne pense pas que John Kerry va accorder des réductions d'impôts aux riches. Des réductions d'impôts pour quels riches? Les riches paient la totalité de l'impôt fédéral sur le revenu dans ce pays. Tu le sais parce que tu es riche. Tu le paies. Oui, je le paie et le donnerai volontiers. En 1788, quand les États-Unis étaient à peine un pays, leurs marins étaient réduits en esclavage par les États barbaresques, les États de l'Empire ottoman en Afrique du Nord. Tripoli, Tripoli. Le rivage, c'est Tripoli. Les navires étaient arrêtés, leurs équipages emmenés en esclavage. On estime que 1,5 million d'esclaves européens et américains ont été capturés entre 1750 et 1815. Jefferson et Adams ont interrogé leur ambassadeur à Londres. Pourquoi agir ainsi? Les États-Unis n'ont jamais eu de conflit avec le monde musulman, ni participé aux croisades ou à la guerre en Espagne. Pourquoi faites-vous cela à nos gens à bord de nos navires? Pourquoi les dépouiller et les réduire en esclavage? L'ambassadeur a répondu clairement. Monsieur Abdul-Rahman a dit « Le Coran nous y autorise, car vous êtes des infidèles ». Voilà notre réponse. Jefferson a répondu « Alors j'enverrai la marine pour écraser votre État », ce qu'il fit. Le fondamentalisme islamique n'est pas né de la démocratie américaine. Dire cela est un mensonge masochiste qui excuse les coupables. Qui sont les véritables criminels, nous rendant responsables des attaques subies. Monsieur Mara Atta, si vous me laissez dire ceci, je n'aurai plus rien à ajouter dans cette émission. Ce que Monsieur Galloway a dit est totalement faux. Monsieur Galloway adopte de meilleures manières lorsqu'il est à Los Angeles que celles qu'il affiche, disons, en Syrie à la télévision d'État, lorsqu'il fait l'éloge des martyrs, des djihadistes et des quelques 150 opérations qu'il mène chaque jour en Irak. Il va là-bas pour attiser les tensions et ensuite il vient ici pour nous dire « Faites attention, ils sont méchants ». Je trouve cela honteux. Waouh, c'est ce qu'est Arafat. Il me semble, et je ne sais pas pour vous, que M. Ben Laden est vraiment unique. Je doute qu'il existe 10 000 personnes comme lui. S'il existe de nombreux clones de lui, d'où vient-il? Qu'a fait la politique américaine pour qu'il déclare la guerre? Je suis stupéfait. Les États-Unis ont inventé Ben Laden, l'ont envoyé en Afghanistan et lui ont fourni argent et armes. Jimmy Carter et Ronald Reagan, le président qui était loué par votre interlocuteur tout à l'heure, mais critiqué par l'autre auteur il y a 1 minute, Ronald Reagan a financé Ben Laden. Samedi, qu'ils n'ont même pas pu rassembler 19 personnes prêtes à partir en mission suicide. Comme je le dis, c'est une chose de nous détester. Combien de personnes peux-tu convaincre d'agir? Je crains que la guerre en Irak soit précisément ce qui change tout, car c'est une armée chrétienne là-bas. Pourquoi craignent-ils le manque de kamikazes? Il ne manque pas de kamikazes en Irak. Ce que tu annonces est inquiétant là-bas. Non, en Irak? Non, les gens, il y a tellement de personnes maintenant prêtes à devenir kamikazes que ce que tu entends, c'est qu'il n'y a pas seulement une personne dans le véhicule qui conduit les explosifs. Il y a aussi une autre personne à côté d'eux parce qu'ils en ont tellement. Et ils ont dit qu'ils ont utilisé une personne atteinte de trisomie 21. Quelqu'un qui est assis à côté, comme un copilote? Ils ont envoyé une fille atteinte de trisomie 21 avec un sac à dos pour qu'elle entre en titubant dans un bureau de vote. Eh bien, voilà. Maintenant, je déteste ça. Avant, j'étais indécis sur les attentats suicides, la France, mais désormais, tu ne manqueras pas.
Ils auraient dû consulter la position israélienne et la ligne talmudique, car ils auraient découvert qu'avec chaque 72 vierges reçues au paradis, ils ont aussi 72 belles-mères. Donc peut-être qu'il fait une blague. Peut-être qu'à la fin, peut-être qu'à la fin, peut-être qu'à la fin, peut-être qu'à la fin, votre inquiétude qu'il manque de meurtriers suicidaires sera justifiée. D'accord, mais faut-il négocier avec les terroristes? George Bush a dit il y a quelque temps qu'on ne peut pas faire la paix avec ceux dont le but est la mort. Je pense pourtant que ce n'est pas leur objectif. La mort est leur méthode, comme c'est le cas pour toute personne en guerre. Et selon notre propre définition du terrorisme, qui est de tuer délibérément des civils, l'Amérique a été terroriste. Nous avons délibérément tué beaucoup de civils à Hiroshima et à Dresde. En Europe, nous avons des années d'expérience dans la négociation avec diverses organisations terroristes. État, les Brigades Rouges, mais ces organisations avaient des revendications et demandes territoriales précises avec un cadre pour négocier. Elles avaient des revendications permettant une négociation. Al-Qaïda, c'est différent. Il y a un aspect non négociable chez eux. Je ne pense pas qu'il y ait une liste de revendications d'Oussama Ben Laden à cocher pour pouvoir dire « Tout est terminé. Le traitement est fini. Les poissons ont besoin d'eau pour nager. » L'eau dans laquelle ces poissons nagent est créée par l'injustice perçue de notre politique. Envers le monde musulman, envers la question Israël-Palestine, envers le soutien aux rois corrompus et aux présidents marionnettes du monde arabe, envers toute la question de l'Irak. C'est dans cette eau que ces gens nagent. Nous devons assécher cela pour nous occuper de ces gens. Mais sur le sujet du terrorisme... Bill, pourquoi n'as-tu pas de terroristes à affronter? La Floride est pleine de gens qui ont nourri des intentions terroristes contre Cuba depuis presque 40 ans et personne ne les expulse de Floride. Ils font en réalité partie de la machine du Parti républicain en Floride qui maintient Jeb Bush, frère du président, au pouvoir. Absolument. Quoi de plus malin que ça? Et bien sûr, en Afghanistan, en créant un pays libre avec des élections régulières, nous n'avons fait que mettre les musulmans en colère contre nous. Et en aidant le Timor oriental à devenir indépendant d'une dictature musulmane en Indonésie, nous avons évidemment contrarié les fanatiques musulmans. Et c'est absurde. En aidant les Israéliens à quitter Gaza, nous avons attiré la colère des musulmans sur nous. En qualifiant l'islam de religion de paix, le président a incité à la guerre. Et comme je l'ai dit, cela remonte au début même du fondamentalisme islamique. Première attaque contre ce pays en 1788 par des musulmans affirmant que le Coran autorisait à punir et asservir les infidèles. C'est l'idéologie de Ben Laden. Ben Laden veut le rétablissement du califat. Qu'en pensez-vous? Le califat est un empire. Il est pour l'empire, pas anti-impérialiste. À votre avis, à quoi pense-t-il? La moitié de l'humanité, la moitié féminine, est déjà esclave. Il est pour l'interdiction de toute musique, de tout livre, de toute philosophie. C'est parce qu'il se soucie des Palestiniens? Non. Quiconque le croit est un imbécile. Bill. Personne ici ne parle en faveur de Ben Laden. Je parle des gens qui pourraient le soutenir demain. Je parle des gens qui sont tellement en colère qu'ils sont attirés par cette sauvagerie obscurantiste et médiévale du Ben Ladenisme. Et je dis, asséchons le marécage de haine dont ces gens se nourrissent. Le moment de dire cela aurait été. Le moment de dire cela aurait été de s'opposer à l'armée rouge. Si M. Galloway croyait un mot de cela, ce qu'il ne fait pas, le moment de le dire aurait été « Il me reste 1 minute avant les nouvelles règles ». Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire sur Kate Moss? Si vous soutenez notre mission chez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/JewishUncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et y adhérer. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.